Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Julie et Solika. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je suis Julie Usan-Nolin, avocate conseil chez Fasken au sein du groupe Vie Privée. Donc, je suis avocate inscrite au barreau de Paris et au barreau de Montréal et je traite de toutes les questions liées à la vie privée au Canada, au Québec et au sens du RGPD également en Europe. Merci. À toi, Solika. Oui, Solika Monnier. Alors, moi aussi, également avocate chez Fasken depuis quelques mois. Je me spécialise en programme de conformité en vie privée en cybersécurité. Autant pour les entreprises que pour les organismes publics. Et puis, moi, je n'ai mon barreau qu'au Québec. Et c'est ce qui va justement l'importance, le barreau en France est important dans le contexte. Vous avez préparé un tableau comparatif des différentes lois de vie privée au Canada, dans les différentes provinces et un comparatif par rapport au RGPD européen. C'est ce qui amène justement notre conversation parce que ce tableau-là est fort intéressant parce que on n'a pas d'uniformité d'application au Canada, ou en tout cas tout différent, fait que justement cette nuance-là est très importante, puis justement on devra se conformer tout dépendant où on se situe. Fait que je vais vous laisser amorcer l'explication pourquoi nous on est différents des Européens dans ce cas-ci, puis qu'est-ce que ça a comme conséquence, puis pourquoi tout ça s'articule. Oui, effectivement. D'abord, en Europe, je vais faire un petit historique, mais très rapide. Avant le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, nous avions une directive, la directive 95/46. Cette directive était applicable dans tous les États membres, mais nécessitait une loi de transposition, un acte de transposition. Donc il y avait quand même des différences entre les États membres sur la protection des données personnelles en Europe. À cause de ces différences et parce que la directive commençait à vieillir quand même un peu depuis 95, le législateur européen a décidé de faire un règlement qui s'applique de la même façon dans tous les États membres. Évidemment, un État peut aller un peu plus loin, mais le minimum s'applique de façon identique dans tous les États membres, ce qui donne l'impression d'uniformité bienvenue, je dirais. Et effectivement, pour un avocat en Europe, même une entreprise en Europe, c'est compliqué de comprendre le système canadien avec des lois une loi au fédéral et des lois au provincial. Solika? Oui. Mais justement, sur le point du palier fédéral et provincial, la particularité canadienne, c'est vraiment le fait qu'en raison du partage des compétences, donc en raison de notre constitution, toutes les lois vont être soit créées par le fédéral ou par le provincial. Et puis quand c'est un petit peu moins clair, comme en matière de vie privée, bien, on se retrouve à avoir une certaine confusion. En matière de vie privée, ce qui se passe concrètement, c'est que le fédéral a adopté une loi, PIPEDA en anglais, en réalité en français, c'est la LPR-PDE, donc la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Et puis, cette loi-là, donc, est censée régir l'ensemble de la protection des renseignements personnels pour les entreprises qui exercent des activités commerciales et pour les entreprises de juridiction fédérale pour tout ce qui traite de la gestion de leurs employés. Mais, pour complexifier le tout... Ça serait important de dire qu'est-ce qu'une entreprise de juridiction fédérale, parce que ça a une portée très limitée et très circonscrite, mais qui est très intéressante à connaître d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Une entreprise de juridiction fédérale, ça va être des thématiques qui vont être mentionnées soit dans la loi constitutionnelle, mais c'est pas une liste exhaustive. Donc, il peut y en avoir d'autres. C'est pour ça que dans ces situations-là où c'est pas toujours clair, ben malheureusement, il faut consulter un avocat, il faut obtenir une opinion juridique. Donc, ça, c'est pour l'entreprise de juridiction fédérale. Par exemple, il peut y avoir des entreprises de transport, il peut y avoir des entreprises de télécommunications, les banques. Donc, toutes sortes d'entreprises comme ça qui ont vraiment un lien avec les compétences fédérales. Donc, ici, je poursuis sur la complexité canadienne. Justement, si PIPEDA, donc la loi fédérale, s'applique, il y a quand même des exceptions. Donc, il peut y avoir des décrets qui sont pris pour établir qu'une loi provinciale est déclarée comme étant substantiellement similaire. Qu'est-ce que ça veut dire être substantiellement similaire? Ça veut dire que le fédéral juge que la loi est à peu près équivalente, qu'elle offre des protections à peu près raisonnables et que donc la gestion de la protection des renseignements personnels peut demeurer entre les mains du législateur de chaque province. Les lois qui bénéficient de ce statut-là au Canada,
il y en a juste 3. Il y a la loi québécoise, la loi de BC, de Colombie-Britannique, et la loi d'Alberta. Après ça, il y a des lois en matière de santé, mais je pense que pour les fins d'aujourd'hui, on ne rentrera pas nécessairement là-dedans. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est toute une complexité, disons ça comme ça, la gestion des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada, beaucoup plus que par exemple en Europe, mais à moins d'ouvrir la Constitution, je pense que ça va demeurer comme ça pour les prochaines années. Ouais, ben il y a une certaine. Parce que c'est la particularité canadienne, de toute façon, pour ceux qui sont versés en droit américain, c'est sensiblement la même chose, à l'exception que le Congrès est en train de se pencher là-dessus, mais c'est sensiblement ça. Fait que il semblerait que les Nord-Américains, on a une constitution qui nous donne de façon régionale beaucoup plus de liberté. On est beaucoup moins centralisateur que ce qu'on peut retrouver en Europe. Donc, c'est là ces impacts-là. Donc, ces particularités d'interprétation-là qui peuvent être particulières. Là, le RGPD a démarré le bal. Puis, ils ont comme donné le ton sur l'ensemble de ce qui se passe et donc les impacts que ça a, puisque votre tableau relate vraiment toutes les lois canadiennes et dont la nouvelle C-27 qui est en cours d'étude au fédéral, plus la nouvelle loi au Québec qui est en vigueur depuis 4 jours au moment de l'enregistrement. Donc, ça a des choses. Donc, puis d'ailleurs, ça paraît très, très apparent dans le tableau à quel point les vieilles lois, celles qui n'ont pas été rafraîchies, sont très différentes des nouvelles lois, celles qui ont été rafraîchies. Je voudrais entendre un peu sur ça. Julie, on va prendre le beat. Ça va aller. Oui, effectivement, donc le RGPD est précurseur, c'est-à-dire qu'il a créé de nouveaux droits. Pour rappel, il a renforcé la directive 95-46 mentionnée tout à l'heure. Il a consolidé, codifié des pratiques, des interprétations jurisprudentielles et il a créé aussi des nouveaux droits, comme par exemple le droit à la portabilité. Et on voit bien ce droit à la portabilité, on va le retrouver notamment dans la nouvelle loi du Québec. Quand on voit le tableau, c'est vrai que, comme tu le dis, on voit qu'il y a des anciennes lois et les nouvelles lois tendent à se rapprocher du RGPD, tout simplement parce qu'on considère aujourd'hui que c'est le plus haut standard. Il y aura peut-être un plus haut standard un jour, mais en attendant, on cherche à se rapprocher du RGPD. Autre justification pour ce rapprochement, c'est tout ce qui est décision d'adéquation. Actuellement, pour transférer un renseignement personnel de l'Europe vers un pays tiers qui n'aurait pas été considéré comme adéquat par la Commission européenne, il y a plein de mesures qu'on verra tout à l'heure à mettre en place. Et le fait de se rapprocher du RGPD, d'avoir une loi proche du RGPD, peut éventuellement permettre à cette province ou à ce pays d'obtenir l'adéquation. Et ça, c'est sur du plus long terme. Soleika. Ben, effectivement, je pense que le RGPD a été le premier texte, pas qui a traité de la protection des renseignements personnels en soi, mais qui a été connu comme étant le grand défenseur des droits de la protection des renseignements personnels. Je veux dire, quand on regarde la loi québécoise, ça existe depuis les années 70. Pareil pour la PIPEDA, la loi fédérale qui existe depuis 2001. Donc, les lois existaient, mais c'est juste qu'elles n'étaient pas aussi connues et peut-être pas aussi appliquées qu'aujourd'hui. Puis je pense que ce qui a été vraiment le grand réveil mondial, ça a été l'Internet puis la numérisation des données qui faisait en sorte qu'on a perdu le contrôle et on a voulu renforcer ces lois qui étaient un peu mal aimées pour faire en sorte qu'on rehausse les droits des individus. Je veux dire, aujourd'hui, au Québec, maintenant, on a des décisions qui disent que carrément, les lois sur la protection des renseignements personnels ont un statut quasi constitutionnel. Donc, c'est quand même fort, cette volonté des législateurs de vouloir faire trôner un peu la considération vie privée, même au-delà de certaines autres considérations. Effectivement, c'est très intéressant. Puis comme consommateur, je trouve ça très pertinent que ces lois-là prennent autant de place que ça, surtout avec les grandes entreprises américaines qui ont un appétit infini pour nos informations. C'est le fun, c'est intéressant qu'on a que les législateurs viennent à notre défense un peu pour faire contrepoids par rapport à ces titans-là qui ont un peu moins d'intérêt ils ont un intérêt à cœur, mais pas le même qui nous concerne. Bref.
On va basculer sur une seconde question puis qui m'intéresse beaucoup. C'est le volet extraterritorial du RGPD. Et est-ce que ces notions-là se retrouvent aussi dans les lois canadiennes ou c'est vraiment une particularité européenne de par l'assemblage des pays qui ont la même loi finalement? Oui, effectivement, le RGPD a comme particularité d'avoir un article dédié à son champ d'application territorial, l'article 3. Et au moins, ça simplifie la chose. La question, est-ce que le RGPD s'applique ou pas? J'avoue qu'en pratique, c'est toujours plus compliqué que ça, mais globalement, pour résumer, le RGPD s'applique dans, je dirais, 4 grandes situations. Si l'entité a un établissement en Europe, c'est-à-dire si par exemple une entité québécoise a un établissement en Europe, le RGPD pourrait s'appliquer si l'activité, dans certaines circonstances, c'est-à-dire si l'activité de l'établissement en Europe est inextricablement liée à celle de l'établissement québécois. Dans ce cas-là, l'établissement québécois serait également soumis au RGPD. Le RGPD pourrait également trouver à s'appliquer si l'entité n'a même pas d'établissement en Europe. Alors, comment? Vous allez me dire. Comment est-ce possible? Je n'ai pas d'entité d'établissement en Europe. Comment je peux faire? Si vous décidez de cibler le marché européen en offrant des biens ou des services en Europe. C'est vrai pour tout ce qui est commerce en ligne. C'est assez simple à comprendre. Un site internet québécois qui vend des billets de spectacle à des entreprises, à des consommateurs en France, ça serait soumis au RGPD. Autre possibilité de ciblage, tout ce qui est surveillance du comportement des utilisateurs, notamment via le profilage ou la géolocalisation. Comment cette surveillance se fait? Effectivement, elle se fait très facilement par des cookies avec Internet. Mais elle peut se faire par d'autres moyens comme une sorte de dispositif de comptage de personnes qui passent à tel endroit pour de la publicité comportementale, pour des panneaux publicitaires, par exemple, qui s'adaptent aux consommateurs. Donc ça, ce sont les 3 grandes catégories d'application du RGPD. Il y en a une dernière, je dirais intéressante, mais vraiment accessoire pour notre propos, c'est quand le droit européen s'applique en raison de lois ou de conventions extraterritoriales, notamment pour les ambassades, les consulats, etc. Et ça, on met à part. Donc, ce qu'il faut retenir pour le RGPD, c'est oui, c'est précisé quand il s'applique. Il s'applique pour les entreprises en Europe, mais aussi pour certaines entreprises non européennes qui n'ont pas d'établissement en Europe, mais qui ciblent d'une manière ou d'une autre, soit en offrant des biens ou des services, soit en surveillant le comportement des utilisateurs en Europe. Donc, c'est vraiment un champ d'application territorial ou extraterritorial très large et qui finalement couvre quand même beaucoup d'entités. Donc c'est ça auquel il faut faire attention quand on monte une entreprise au Québec, faire attention à ce qu'on veut cibler précisément. Alors qu'au Québec et au Canada, c'est un peu la réponse contraire parce que c'est non, en théorie, il n'y a pas de champ d'application extraterritorial. La Commission d'accès à l'information nous l'a déjà dit, là, même l'année dernière dans la décision Clearview. Mais par contre, ça ne veut pas non plus dire que c'est le feu vert pour les entreprises et les organisations. C'est-à-dire que on retrouve des critères de rattachement pour déterminer s'il y a un lien substantiel et réel avec le Québec ou le Canada. Ça, c'est un test jurisprudentiel, donc qui vient directement de nos tribunaux et organismes administratifs. Il y en a eu plusieurs, là, ça ne date pas de l'année dernière de Clearview AI. Les critères, il y en a une foule, une infinité. Je ne pourrais pas les citer de manière exhaustive aujourd'hui, mais ça peut vraiment être subjectif. Donc, par exemple, ça peut être l'impact que l'activité de l'entreprise a sur les citoyens québécois. Donc, par exemple, dans Clearview AI, c'était une entreprise américaine qui disait non, moi, je ne suis pas soumise à la loi canadienne ni québécoise, étant donné que moi, mes serveurs, ils sont aux États-Unis et puis je n'ai pas d'établissement au Québec, donc je n'ai pas de lien finalement substantiel avec le Québec ou le Canada. Mais ça a été vraiment clairement déterminé que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès lors que vous collectez des renseignements au sujet des Québécois et qui plus est des renseignements sensibles, donc la sensibilité du renseignement peut avoir un lien avec le fameux test de lien substantiel et réel avec le Québec ou le Canada.
eh bien, à ce moment-là, vous allez être soumis au droit de la vie privée. Donc, au final, c'est un peu, c'est une approche qui ressemble, à mon avis, là, au test européen parce que le test est vraiment basé sur l'individu. C'est-à-dire, est-ce qu'on affecte les droits de l'individu et non sur l'entreprise? On s'en fout un peu de savoir où est située l'entreprise dès lors qu'elle traite finalement des renseignements personnels qui sont sur le territoire du Québec ou du Canada. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on ne voit pas le mot application extraterritoriale que les entreprises peuvent se dire que pour eux, la loi canadienne et québécoise, c'est pas de leurs affaires. C'est intéressant justement qu'un l'ait codifié, l'autre l'a pas codifié, mais l'application est similaire dans son ensemble. Fait que c'est très intéressant et très pertinent à savoir parce que justement, on va avoir une série de lois canadiennes, ou en tout cas dans les différentes provinces, qui ont des choses d'application. Donc, quand même, là aussi, la diversité canadienne sera très intéressante à voir. Tu as abordé justement le renseignement personnel sensible, tout ça. Il y a différentes définitions dans les différentes lois qui se regroupent, mais qui des fois utilisent des vocabulaires distincts, des vocables distincts pour signifier soit des choses qui sont identiques ou pas tout à fait parce qu'il y a des nuances, puis celles-ci sont très importantes parce que c'est là où justement on va appliquer, où va se faire appliquer la loi, puis dans laquelle les entreprises vont se retrouver être touchées. Effectivement, ben, je peux débuter, je l'ai pour compléter au regard du RGPD. Les définitions au regard de renseignements personnels en soi, là, commençons par ça, il n'y en a pas énormément. Un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. On va utiliser bien évidemment une terminologie différente. Donc, RGPD va parler de données personnelles, alors que chez nous, ça va être beaucoup plus le renseignement personnel. Pour ce qui est du renseignement sensible, particularité du droit québécois, c'est qu'avec le projet de loi 64, ou la loi 64, là, peu importe comment on l'appelle, on a inséré vraiment une définition du renseignement sensible qui est lié à le degré d'attente raisonnable de vie privée, si on veut, et également au contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, dans une décision, encore une fois, récente, Tim Hortons, cette année, l'OPC, le Office of the Privacy Commissioner of Canada, a déterminé que des renseignements détaillés de localisation quand un utilisateur naviguait en ligne, mais ça pouvait être des renseignements sensibles selon certaines conditions. Donc, en fonction vraiment du contexte de l'utilisation, de qui utilise et de toutes sortes de critères comme ça qui vont être déterminés au cas par cas, on va pouvoir déterminer ce qu'est un renseignement sensible. Pour peut-être une particularité là, du droit canadien, la fameuse PIPEDA de laquelle je parle depuis le début du podcast, va être modifiée par le projet de loi C-27, ou en tout cas on l'espère, là, qui est à l'étape de présentation, mais ça fait longtemps qu'on l'attend. Et s'il est adopté tel quel, il pourrait aussi énoncer que les renseignements personnels des mineurs sont considérés comme étant des renseignements sensibles. Donc, un autre exemple de particularité qu'il pourrait y avoir dans la loi canadienne qu'on ne retrouve pas nécessairement, à tout le moins mot pour mot, dans la loi québécoise. Et peut-être un dernier commentaire là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps, de par le fait que c'est quand même une notion vraiment centrale des lois sur la protection des renseignements personnels. En droit canadien, la fameuse notion de coordonnées d'affaires, c'est quand même central dans la mesure où, dans PIPEDA, dans C-27 et dans la loi 64, on retrouve des exceptions au consentement, bref, des exceptions à la portée de renseignements personnels si on fait un gros raccourci, là, pour les fameuses coordonnées d'affaires. Donc, tout ce qui est les renseignements personnels qui sont utilisés pour communiquer avec quelqu'un dans le cadre de son emploi. Et ça, par exemple, puis là, je vais céder la parole à Julie, c'est peut-être pas une exception qu'on retrouve en droit européen. Oui, effectivement, au sens du RGPD, donc le RGPD définit sensiblement comme la loi du Québec et même comme PIPEDA ce qui est une donnée personnelle, c'est-à-dire toute personne ou tout renseignement ou toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Et en plus, le RGPD crée une catégorie spéciale de données à caractère personnel
plus communément appelées les données sensibles, qui nécessitent une protection supplémentaire. Et le RGPD liste en fait le type de ces données sensibles. Ce sont toutes les données liées à l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, les convictions philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques ou à la santé plus généralement, et les données liées à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle. Donc tout ça, tous ces types de données vont nécessiter une protection supplémentaire. Par exemple, un consentement express ou des mesures de sécurité supplémentaires. Et pour rejoindre ce que dit Soleika, c'est qu'il y a la distinction qui existe en droit canadien sur les coordonnées d'affaires n'existe pas en droit européen. C'est-à-dire qu'une coordonnée d'affaires, par exemple mon adresse courriel de Fasken, avec mon nom et le A commercial et le nom d'entreprise, sera considérée au sens du droit européen, donc du RGPD, comme une donnée personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va collecter cette donnée personnelle, mon adresse courriel par exemple, le RGPD va s'appliquer, donc toutes les mesures, toutes les obligations liées au RGPD. En revanche, si c'est une adresse courriel générique, par exemple info à commercial nom de l'entité.com, là, ça ne sera pas une donnée personnelle. Mais c'est aussi une particularité donc, entre le RGPD et le droit canadien. Par exemple, ça peut avoir une incidence quelconque en cas d'incident de sécurité, justement, de confidentialité. Si on a un incident qui touche et le Québec et l'Europe, la France par exemple, que va-t-on faire ? On va considérer au sens du droit canadien, québécois, que ce n'est pas un renseignement personnel, donc il n'y a pas de risque. Mais au sens du droit européen, on va dire « Ah, c'est une donnée personnelle, on va faire une analyse. » On va certainement décider qu'il n'y a pas de risque ou pas, mais on va quand même faire l'analyse. Donc, ça n'a pas la même implication que ça dit. Voilà. Donc, il faut y penser. J'aimerais pas gérer un incident de cette nature-là en les deux juridictions. Ça doit être assez complexe de devoir avoir à traiter ça. Bref, le basculons sur les données anonymisées et dépersonnalisées, parce que aussi c'est un débat intéressant, puis il y a encore là des nuances qui sont importantes à maîtriser, autant au niveau du droit canadien que du droit européen, parce que ça ne veut pas toujours dire la même chose. Puis même, je pense qu'au Canada, même la loi du Québec et la loi du Canada n'est pas exactement dans les 100% alignée sur ce genre de choses-là. Donc, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Ben oui, effectivement, je pense que c'est clairement des débats clés là, dans nos domaines avec Julie. Dépersonnalisation vs anonymisation, je veux dire. Dépersonnalisation, la définition qu'on retrouve dans les lois, c'est que c'est des renseignements qui ont été dépersonnalisés de sorte qu'on puisse plus directement identifier une personne. Bon, donc ce que ça veut dire, c'est que ce sont des renseignements personnels, mais auxquels on a fait comme une espèce de tour de magie pour qu'au final, ils soient un petit peu moins sensibles. Donc, ça peut être aussi compris comme étant une mesure de sécurité. Les fameux UID là, qu'on retrouve dans le domaine pharmaceutique, health sector puis AdTech, là, donc la publicité ciblée aussi, c'est ça, hein, c'est des renseignements dépersonnalisés. Donc, on prend par exemple une adresse IP, on applique une formule de magie, un tour de magie, et puis on trouve à la fin de l'opération des numéros au lieu d'avoir carrément la donnée personnelle en elle-même. Donc, dépersonnalisation, ça peut être une mesure de sécurité. Beaucoup d'organisations l'utilisent, mais bon, ça vient aussi avec des obligations parce que, par exemple, dans la loi 25, il est énoncé désormais, c'est pas encore en vigueur, ça va entrer en vigueur en septembre 2023, donc il y a encore un petit peu de temps pour se préparer. Mais il va falloir prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les renseignements qu'on dépersonnalise ne peuvent pas être repersonnalisés, si je peux dire, donc ne peuvent pas être retournés vers des renseignements qui permettent de directement identifier une personne. Ça, c'est pour les renseignements dépersonnalisés, puis ça, c'est comme la partie facile de la chose. Quand on arrive aux renseignements anonymisés, c'est là que les choses se corsent, parce que c'est censé être des renseignements qui ne permettent jamais de réidentifier une personne. Donc, qui permettent de façon irréversible, selon les meilleures pratiques connues
à l'heure où elles sont utilisées. Le gouvernement du Québec, pour ce qui est de la loi 25 ou de la loi 64, est censé adopter un règlement pour nous dire comment faire. Moi, j'ai vraiment hâte de voir parce que même au sein des autres juridictions, c'est vraiment difficile de trouver une technique technologiquement parlant qui va permettre de façon irréversible de ne jamais pouvoir identifier une personne. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les techniques sont constamment améliorées. On le sait, même la blockchain, qui il y a quelques années, on pensait que c'était sécurité maximale, ceinture et bretelles. Ben, aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines techniques qui permettent de la rendre un petit peu moins sécuritaire. Donc, qu'en est-il des technologies d'anonymisation? Je pense que ça va être un vrai défi là, pour tous et chacun de vraiment être capable de revendiquer avec une certitude raisonnable que oui, moi, j'ai été capable d'anonymiser mon renseignement personnel. Puis, effectivement, anonymisation, peut-être un dernier commentaire avant de te laisser la parole, Julie, là, ça n'a pas les mêmes incidences parce qu'il y a un article dans la loi 25 qui dit que quand on n'a plus besoin d'un renseignement personnel, il faut l'anonymiser ou le détruire. Bon, il y a des conditions pour l'anonymisation, mais ça veut quand même dire, c'est vraiment une exception importante, là, c'est-à-dire, tu es censé le détruire, ah ben non, moi je vais l'anonymiser parce que j'ai des fins sérieuses et légitimes. Donc, c'est quand même pas la même nature que la dépersonnalisation. Pourtant, il y a quand même des similitudes. Oui, effectivement. Au sens du RGPD, il y a cette même distinction entre données pseudonymisées. On parle de pseudonymisation et non pas de dépersonnalisation au sens du RGPD, mais finalement, c'est à peu près le même principe, et données anonymes ou anonymisées. Alors, comme l'a dit Soleika, les données pseudonymisées, ce sont les données qui sont traitées au sens du RGPD de façon à ce qu'elles ne puissent plus être attribuées à une personne facilement, c'est-à-dire sans l'utilisation de renseignements supplémentaires. Et comme au sens du droit québécois, il s'agit surtout d'une mesure de sécurité, supplémentaire pour la protection des renseignements personnels. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé assez souvent par les entreprises, notamment pour des statistiques. Concernant l'anonymisation, j'ai tendance à dire que c'est peut-être plus simple qu'au Québec. Une donnée anonyme, c'est une donnée qui est traitée de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. C'est-à-dire que ce procédé soit irréversible. Et ces données, si ce procédé est irréversible, si les données ne sont plus identifiables, et bien ces données ne sont pas soumises au RGPD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères à précisément parler, mais on considère que ces données ne sont plus des données anonymes. Mais c'est très compliqué finalement d'atteindre l'anonymisation, je dirais parfaite entre guillemets, puisque la technique est plus rapide que la loi. Je vais donner un exemple assez flagrant. Il y a quelques années en France, en 2015, enfin il y a eu une décision en 2015, mais c'était pour un procédé antérieur, et une entreprise qui a voulu mettre en place une sorte de méthode pour quantifier les flux piétonniers dans un certain endroit de Paris pour justement mettre les panneaux publicitaires au bon endroit. Cette entreprise avait pris, et ces flux étaient calculés en fonction des téléphones et des adresses des téléphones qui bornaient à certains endroits de la place en question. Cette entreprise avait pris soin de mettre en place des mesures de sécurité et entendait anonymiser les données. Pour l'entreprise, c'était vraiment de l'anonymisation. Qu'est-ce qu'elle a fait? On avait, par exemple, un code qui correspondait à un individu. Elle a commencé par faire une technique de hachage, c'est-à-dire on coupe le code, on le sépare, on le mélange. Une étape de salage, donc on lui rajoute des autres codes. Donc il y avait plusieurs techniques, et pour l'entreprise, et je dirais pour un individu lambda tel que moi, c'était vraiment une donnée anonyme. Mais finalement, les juridictions françaises a considéré que
il restait possible d'isoler un individu dans cet ensemble de données, donc on pouvait déduire qui était la personne en question. Donc même si on avait du mal à le faire, on pouvait, par des moyens quelconques, réidentifier la personne. Donc il s'agissait plus d'une technique de pseudonymisation qu'une technique d'anonymisation. Donc, en l'occurrence, l'entreprise en question a dû revoir sa méthodologie d'anonymisation. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que l'anonymisation en tant que telle est quand même très difficile à atteindre. Donc, par précaution, il faut mieux considérer qu'on pseudonymise ou qu'on déidentifie, dépersonnalise les renseignements personnels, qu'on soit en France, en Italie, au Canada ou au Québec, plutôt qu'on considère que « Ah non, c'est bon, mes renseignements sont anonymes, j'ai pas de problème, je n'applique pas les lois. » Non, ça marche pas comme ça. Oui, puis un volet tout intéressant dans la loi canadienne, ben la C-27 amène, a écrit 2 lois, a fait modifier une loi. C'est la loi sur l'intelligence artificielle, justement, tout ce volet-là est fort intéressant. Là, c'est pas l'objectif de la discussion là, mais elle amène une nuance aussi et des surprises qu'on devra gérer quand la loi sera rendue en action. Autre sujet de différence, ou en tout cas différence de subtilité, le consentement. Parce que ça aussi, c'est quand même assez important dans le cadre de ces lois-là, parce que c'est le pouvoir que le consommateur ou propriétaire de son information a sur les entreprises, justement, pour dire oui, vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit d'utiliser mon information et dans quelles circonstances. Il y a beaucoup, en tout cas dans ma personne, beaucoup de nuances entre ce qui existe. Puis j'aimerais ça vous entendre, voir quelles sont, parce qu'il faut faire très attention, parce que des fois, le consentement se faire révoquer à un moment inattendu et c'est important parce que si on traite d'informations dans lesquelles on n'a plus le droit, mais il y a des conséquences associées à ça. Ah non, c'est certain. Mais justement, le consentement, c'est aussi, on dirait qu'on parle juste des éléments complexes ou peut-être que c'est juste notre domaine de pratique qui est complexe, mais le consentement, ça, c'est, j'ai envie de dire, il faut consulter un avocat encore une fois. Chaque loi est différente, chaque loi a un modèle différent. Je pense que dans Pipeda, il y a plus d'une dizaine là, d'exceptions au consentement qu'il faut connaître. Donc, malheureusement, c'est assez compliqué, ça nécessite une spécialisation, mais je peux quand même en parler un petit peu là. Au niveau des lois canadiennes, à tout le moins, on a une exception qu'on retrouve et qu'on utilise souvent et que je pense que nos auditeurs pourraient apprécier de connaître, c'est la fameuse exception pour les transactions commerciales. Alors, par exemple, si une entreprise souhaite acheter une autre entreprise, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'obtenir le consentement de chacun des employés de l'entreprise qui soit transférer ses renseignements personnels à l'autre si on respecte certaines conditions. Parce que souvent, dans les exceptions au consentement elles-mêmes, on a des conditions pour que l'exception au consentement soit applicable. Donc, ça, c'est pour la transaction commerciale. Dans Pipeda, on retrouve une exception qui est reprise dans C-27, évidemment, là, pour tout ce qui est la gestion des renseignements personnels dans le cadre du lien d'emploi, dans le cadre d'un contexte d'employé-employeur. Donc, si à chaque fois qu'on utilisait les données personnelles de ses employés, il fallait obtenir un consentement, ça pourrait devenir assez fastidieux, donc la loi le prévoit. Mais pour illustrer un petit peu les incongruités, au Québec, il n'y a pas ça. Donc, ça avait été demandé en commission parlementaire, mais l'amendement a été rejeté. Donc, au Québec, en théorie, il faut aller chercher un consentement dès qu'on communique un renseignement personnel dans un contexte d'emploi. Petit fait intéressant, je trouve, là, puis qui va faire le lien avec les considérations européennes, c'est que dans C-27, on a ajouté une exception au consentement en matière de tout ce qui est l'intérêt légitime d'une entreprise. Puis ça ressemble extrêmement, là, pour ceux qui sont plus familiers avec le droit européen, au fameux legitimate interest en droit européen. Donc, si je ne me trompe pas, l'OPC, là, le Office of the Privacy Commissioner of Canada, a lui-même dit que ça émanait, ce wording-là, ce libellé-là, émanait d'une volonté de s'harmoniser avec l'Europe. Si c'est le cas, moi, je lève mon chapeau parce que c'est vrai que c'est quand même une critique récurrente là, en matière de protection des renseignements personnels, que chacun
adopte sa petite loi à la pièce, puis que là, on ne sait plus les mêmes terminologies, on ne sait plus c'est quoi qui a la même portée, puis ça fait un petit peu comme les exceptions en matière de consentement, dans le fond. Puis ça rejoint également ce qu'on disait dans l'introduction, comme quoi au Canada, on a plein de petites lois qu'il faut être capable de racoler ensemble, alors qu'en Europe, c'est vraiment un modèle plus élargi, donc une certaine simplicité additionnelle. Peut-être une dernière chose en droit québécois, parce que je pense que ça vaut la peine de l'aborder, c'est dans la loi 25, il y a eu une fameuse, une fiction, si on peut dire. Là, je ne sais pas vraiment quelle est la nature juridique de cette disposition-là, qui fait en sorte qu'en matière de collecte de renseignements personnels, si une entreprise respecte ses obligations d'information, c'est-à-dire qu'elle informe le consommateur des choses qui sont prévues à la loi, ça peut être les finalités de la collecte, qui va y avoir accès, etc. Eh bien, la personne qui donne ces renseignements, après avoir été informée de ces choses-là, est réputée donner son consentement à la collecte, y compris pour les renseignements sensibles. Donc ça, c'est quand même une particularité québécoise en matière de consentement à la collecte que moi, je trouve intéressante parce que ça vient remédier à cette fameuse fatigue du consentement qui a été longuement critiquée, là, qu'on retrouve avec le modèle de consentement, c'est-à-dire que quand on va naviguer sur le web, on n'aura peut-être plus à chaque fois à faire des formulaires de consentement. Ben pas qu'on les retrouvait tout le temps, là, malheureusement, mais à tout le moins, les entreprises ne se retrouveront plus en non-respect de la loi quand elles ne nous enverront pas des formulaires de consentement carrément. Et effectivement, au sens du RGPD, nous avons le consentement, mais nous parlons de base légale du traitement. Et le consentement n'est qu'une base parmi tant d'autres. C'est-à-dire que contrairement au droit canadien, c'est pas le consentement et puis c'est tout. Non, c'est le consentement, qu'il soit express ou implicite. Par exemple, il serait express en cas des catégories de données sensibles. Ça peut être l'exécution d'un contrat. On a besoin de vos renseignements pour exécuter un contrat. Ça peut être des mesures précontractuelles comme des mesures contractuelles. Alors, par exemple, je vais acheter un produit sur Internet. Oui, j'ai une information, j'ai une politique qui m'informe, mais techniquement, je donne mes renseignements parce que je veux le service. Donc, je contracte avec l'entité, par exemple, en ligne. Mais j'ai quand même besoin de l'information. Ça peut être également pour répondre à ses obligations légales. En matière d'emploi, un employeur va collecter les renseignements de ses employés, soit dans le cadre du contrat d'emploi qui le lie avec ses employés, soit pour respecter ses obligations légales, notamment en matière fiscale. On a aussi la notion, comme l'a dit Soleika, d'intérêt légitime. On peut considérer que c'est une notion un peu fourre-tout, c'est-à-dire je collecte le renseignement personnel, votre renseignement personnel, pour l'intérêt légitime que j'ai de faire ce traitement. Mais finalement, c'est un peu moins fourre-tout que ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'intérêt du responsable de traitement, l'entité, ne prévale pas sur les droits et libertés de l'individu en question. Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a quelques exemples. La lutte contre la fraude, c'est un intérêt légitime reconnu. Voilà, j'ai besoin, par exemple, de mettre en place la vidéosurveillance pour assurer la sécurité de mes locaux. Ça peut entrer dans le cadre de l'intérêt légitime du responsable de traitement. Mais avant d'utiliser cet intérêt légitime comme base légale, il faudrait faire ce qu'on appelle une évaluation. Est-ce que on peut utiliser cette base légale l'intérêt légitime en tant que base légale? Si oui, tant mieux, mais il faut quand même informer les individus. Sinon, il faut trouver une autre base légale qui pourrait être le consentement. Je vous rassure, malheureusement, on voit rarement l'utilisation d'une évaluation pour l'intérêt légitime du responsable de traitement, mais on le sait, en général, tout ce qui est lutte contre la fraude, voire marketing dans certaines hypothèses, ça peut rentrer dans le cas de l'intérêt légitime. Mais évidemment, comme l'a dit Soleika, rien n'est simple dans notre matière, il faut être vraiment conseillé. Et donc, c'est sûr qu'on ne va pas vous dire « oui, on peut faire ça du premier coup ». Non, il faut qu'on analyse vos processus à l'interne. Ouais, j'ai pas fait l'avertissement d'entrée de jeu. Le podcast ne donne pas de conseils juridiques. Effectivement, on fait juste aborder le tableau, les travaux que vous avez faits.
Mais toutes les nuances doivent être justement consulter un avocat et non juste se fier sur ce qu'on dit là, qui est très léger et très, très en surface. J'ai oublié, j'aurais peut-être dû, c'est justement pour apporter ce regard-là. Puis c'est valide dans toutes les sphères du droit d'ailleurs, là, pas juste en droit personnel. Les lois ont codifié le droit à l'oubli. On en entend beaucoup parler. Il y a énormément de nuances, il y a énormément de mécompréhension de ça parce que les gens pensent qu'on peut se faire disparaître d'Internet parce que machin. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de balises qui sont données autant au niveau RGPD qu'au niveau des lois canadiennes. J'aimerais vous entendre là-dessus un peu, justement, pour qu'on puisse peut-être ramener la perception que je pense que je peux me faire oublier complètement à c'est quoi la réelle obligation des entreprises à me faire disparaître et dans quelle mesure ils peuvent me faire disparaître à ce moment-là. Oui, effectivement, au sens du RGPD, c'est le premier texte qui est écrit justement le droit à l'oubli. En fait, c'est droit à l'effacement, entre parenthèses, droit à l'oubli. Que signifie-t-il au sens du RGPD? Il signifie finalement deux choses. Le droit à l'effacement, donc le texte même du RGPD prévoit le droit à l'effacement, et le droit au déréférencement. Alors, je vais commencer par le droit à l'effacement. Le droit à l'effacement, c'est le droit qu'a toute personne de demander l'effacement de ses renseignements personnels à l'entité concernée. Mais c'est pas un droit automatique. Il y a des conditions. L'entité peut très bien refuser, mais si elle répond aux conditions aussi. Donc, notamment, on peut demander cet effacement si les renseignements personnels en question sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles ils ont été collectés au départ ou traités. Par exemple, si j'ai donné mes renseignements personnels à l'entreprise Y pour qu'elle me fournisse un service et qu'une fois qu'elle me l'a fourni, elle n'en a plus besoin et je ne compte plus être cliente, elle pourrait procéder à l'effacement. Il est aussi possible de demander l'effacement si je retire mon consentement. C'est-à-dire, finalement, je retire mon consentement, je ne vais plus recevoir, par exemple, votre infolettre, mais je retire mon consentement. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours des conditions. Je peux aussi m'opposer au traitement. Vous avez voulu collecter mes renseignements personnels pour me fournir ce service, mais maintenant vous voulez le faire pour améliorer, par exemple, vos services, ou me faire de la publicité ciblée, m'envoyer de la publicité, je m'y oppose. Bon. L'entreprise pourrait s'y opposer si elle voit qu'il y a un motif impérieux pour le maintenir. Je peux aussi demander à ce que l'entreprise efface mes renseignements personnels si les renseignements ont fait l'objet d'un traitement illicite, c'est-à-dire contraire à la loi. Ou si je le demande pour respecter une obligation légale. Donc là, je passe un peu rapidement, certes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un contexte général. C'est qu'il y a des cas particuliers dans lesquels on peut demander l'effacement. C'est pas dans n'importe quel cas. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'effacement, sous-intitulé droit à l'oubli dans le RGPD. Il y a eu une jurisprudence en 2014, réitérée il y a quelques temps, qui a créé en plus le droit au déréférencement. C'est la fameuse décision, je pense que vous en avez entendu parler, Google Spain. Ce droit au déréférencement, c'est un droit à l'individu de demander à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer tous les résultats de la recherche effectuée avec le nom d'une personne. C'est-à-dire, c'est comme moi, si je demandais à Google d'enlever tous les résultats qui sortent avec mon nom. Mais je précise que si je fais ça, Google devrait enlever les résultats qui sortent avec mon nom, mais ne supprime pas les pages sources. Il faut bien avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on appelle un droit au déréférencement. C'est juste les références qui sont supprimées et pas les pages sources. Donc effectivement, cette décision de 2014, Google Spain, a été rappelée en 2019. Donc c'est le même principe. Et donc on voit bien qu'il y a deux choses au sens du RGPD. Il y a le droit à l'effacement à proprement parler, droit à l'oubli, et le droit au déréférencement, mais plus applicable aux moteurs de recherche.
Il y a eu pas mal de discussions lorsque le RGPD était en projet à l'étude. Et les personnes historiques, est-ce qu'on peut leur appliquer le droit à l'effacement? On peut considérer que non si ça rentre dans le cadre du motif impérieux de conserver ces données. Voilà. Et il faut savoir que dans le RGPD, il y a des exceptions à plusieurs dispositions du RGPD, notamment dans le cas de traitement historique, de recherche ou d'archives. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que toutes ces questions finalement liées aux personnalités célèbres historiques ont été mises de côté. Et finalement, du point de vue québécois, ça va être à peu près la même chose, je suppose, Soleika. C'est-à-dire, le droit à l'oubli, comme tu l'as vraiment bien dit, Julie, c'est vraiment une notion européenne. Donc, tout ce qu'on a fait, nous, de notre côté, de l'autre bord de l'Atlantique, c'est le copier, mais en l'adaptant à notre réalité en Amérique du Nord. Donc, au Canada, il y a une sorte de droit à l'oubli qui vient avec le projet C27. C'est-à-dire qu'on va prévoir un droit à la suppression. Donc, le premier paramètre auquel référait Julie, le droit à l'oubli, c'est le droit à la suppression et le droit au déréférencement. Mais il n'y a pas vraiment de droit au déréférencement en droit fédéral. Alors qu'au Québec, c'est le contraire. On va trouver un droit au déréférencement, mais pas clairement un droit à la suppression. On a quand même eu une décision au Canada, donc je reviens au droit fédéral, Google, là, qui est venu nous dire que en réalité, on aurait peut-être un droit à la désindexation, mais c'était tellement pas clair que je pense qu'il faut vraiment rester fixé au texte de la loi, puis demeure que dans l'état actuel des choses, avec PIPEDA, parce que C27 n'est pas encore adopté, on n'en retrouve pas vraiment. Ça change la donne, mais c'est très intéressant parce que de toute façon, ça va évoluer, ça, puis ça va avec la philosophie du temps. Allons sur les atteintes aux mesures de sécurité, qui sont des notions qui sont exprimées différemment dans justement les différents emplois, puis qui n'ont peut-être pas les mêmes éléments. Juste en termes de vocabulaire, c'est déjà très différent sur la loi du Québec, par exemple. Donc, de démêler un peu tout ce que ça représente, justement, une atteinte aux mesures de sécurité. Ah ben oui, tu le soulignes vraiment bien. Là. Je pense que la terminologie de la loi québécoise est vraiment différente des autres lois, puis notre tableau le reflète vraiment bien, je pense. Puis particulièrement sur les atteintes aux mesures de sécurité. Puis dans ce cas-ci, des fois c'est plus restreint, hein, des fois c'est plus large, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une définition qui est beaucoup plus large. Parce qu'on va dire que vraiment une atteinte aux mesures de sécurité, ça inclut l'accès non autorisé, la perte de données, les atteintes aux mesures de protection, mais surtout, ça inclut les autorisations, pas les autorisations, excusez-moi, les utilisations non autorisées. J'ai fait une contraction. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la pratique, les utilisations non autorisées de renseignements personnels? Je vous donne un exemple. Ça veut dire que si moi, je suis une entreprise et je collecte des renseignements, par exemple, relatifs à l'emploi, et que je décide de les réutiliser à d'autres fins, mais que je ne suis pas au fait des fameuses exceptions au consentement dont on vient de discuter, puis que je n'obtiens pas le consentement alors que j'en ai besoin, bien ça, selon la loi québécoise, c'est une atteinte aux mesures de sécurité. Et donc, il faudrait que je le traite comme tel, c'est-à-dire il y a plein d'obligations, là, mais que je l'inscrive à mon registre d'incidents, que je mesure s'il y a un risque de préjudice grave, que je fasse tout un tas de choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu exagérées là, compte tenu de la situation dans les faits. Mais cela dit, peut-être que la Commission d'accès à l'information va nous redresser tout ça. Là, ça va demeurer à voir. Là. Je parle juste vraiment du libellé tel qu'on peut le lire. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, Soleika, cette notion d'utilisation non autorisée n'existe pas dans le RGPD. Effectivement, le RGPD parle destruction, perte, altération, communication non autorisée, accès non autorisé, mais certainement pas d'utilisation non autorisée. Donc, c'est la particularité de la définition québécoise. On ne la retrouve pas non plus au fédéral, hein? C'est-à-dire ni en Alberta, ni en Colombie-Britannique. Donc, effectivement, bien différent. Ça serait intéressant de voir les effets que ça va faire quand ça va tomber en application de façon plus large et que la jurisprudence va nous guider davantage.
On a abordé un peu les aspects extraterritoriaux de ces lois-là, ces éléments-là, et le transfert. Vous avez justement abordé légèrement le transfert entre les territoires. Il y a des notions, puis maintenant, c'est clairement codifié dans les différentes lois. Ça représente quoi et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour se préparer? Parce que le RGPD l'oblige, mais le RGPD, dans le premier, est le seul à l'époque qui répondait vraiment à ces critères-là, était tout seul sur son île essentiellement. Maintenant, l'île commence à être habitée par d'autres gens, dont le Québec a commencé, le fédéral va arriver, puis les Américains ont l'intention de venir se joindre au parti aussi. Donc, ça va représenter quoi? C'est justement ces liens-là ou cette capacité-là à transférer un peu, puis pour ceux qui savent, le Shield européen qui avait lieu à une époque qui permettait le transfert entre les États-Unis et l'Europe qui est tombée aussi d'ailleurs, tout ça, ces notions-là sont très intéressantes, puis amènent dans le commerce certains mots de tête pour le moment, peut-être certaines solutions à l'avenir. Oui, effectivement, tout ce qui est question de transfert donne beaucoup de mots de tête à nos clients, à nous aussi, mais reste très intéressante. Alors, du point de vue RGPD, un transfert de renseignements personnels en dehors de l'Europe, normalement, n'est possible que vers un pays considéré comme adéquat par la Commission européenne. Il y en a un certain nombre. Le Japon, la Corée du Sud, Jersey, le Royaume-Uni, etc. Et le Canada, mais pour ce qui est des traitements sous PIPEDA. C'est une petite particularité pour le Canada, d'ailleurs. Les États-Unis faisaient l'objet d'un accord commercial. Au début, on avait le Safe Harbor qui a été invalidé. Donc, sous le Safe Harbor, on pouvait transférer les renseignements personnels de l'Europe vers les entreprises adhérentes au Safe Harbor sans mesure autre. Voilà. Ça a été invalidé par l'édition Schrems 1 2015. Donc, on a utilisé les clauses contractuelles type le temps que le Privacy Shield soit adopté. Donc, même principe. On pouvait transférer les renseignements personnels vers les États-Unis aux entreprises adhérentes au Privacy Shield. Le Privacy Shield a été invalidé par Schrems 2, la deuxième décision. Oui, ça a des conséquences importantes parce qu'une entreprise qui décide de transférer ses renseignements personnels, par exemple aux États-Unis, qui n'est pas un pays adéquat, ou même un autre pays non adéquat, a pas mal de mesures à mettre en place. Premièrement, comme au Québec, l'entreprise devra mettre en place ce qu'on appelle une étude d'impact liée au transfert. Est-ce que le transfert implique un risque pour les droits et libertés des individus? Et l'entreprise en Europe devra notamment vérifier, s'assurer que le système juridique de l'État qui reçoit est conforme, entre guillemets, au droit européen. Et si cette analyse d'impact est favorable au transfert, il faudra mettre en place des mesures appropriées, des garanties appropriées, soit des clauses contractuelles type, soit des règles d'entreprise contraignantes si c'est un transfert intragroupe, etc. Mais on le voit, c'est quand même compliqué de transférer des renseignements personnels hors Europe aujourd'hui. Je dirais même plus maintenant qu'avant la deuxième décision Schrems 2. Il y a d'autres possibilités de transférer des renseignements personnels, mais ce qu'on appelle les dérogations de l'article 49 au sens du RGPD, mais c'est des cas particuliers, dans des cas très précis et très conditionnés. Par exemple, on pourrait transférer vers un pays non adéquat avec le consentement de l'individu, mais dans certaines hypothèses. Je ne le recommande pas puisque c'est vraiment ponctuel et il ne faut pas que ce soit répétitif et que ça touche un grand nombre de personnes. Donc oui, globalement, ça devient difficile. Il faut savoir qu'actuellement est à l'étude un accord de transfert entre l'Europe et les États-Unis, mais il n'est qu'à l'étude. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et le Québec ne va pas simplifier la tâche des entreprises. Non, effectivement. Mais il faut quand même dire que le degré de complexité pour les transferts d'un pays à l'autre est quand même moindre là, dès qu'on part pas de l'Europe. Donc, nous, au Québec, avant la loi 64, il y avait vraiment pas grand-chose au niveau des exigences contractuelles et autres. C'est-à-dire qu'il y avait un certain laisser-aller là, au niveau de ce qui pouvait sortir. Là, on resserre un petit peu les choses. Au Canada aussi, notamment avec la décision de Tim Hortons, là, on a même vu l'OPC qui s'est mise à complètement aller dans le contrat puis à dire quelle clause était correcte, qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Donc, ça, c'est bien. Ça nous permet d'avoir un petit peu des recommandations ou des avis extérieurs sur ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut pas mettre.
Mais comme je disais, il demeure que c'est vraiment pas grand-chose comparé à l'Europe. Mais ça s'explique aussi, là, je pense que il y a un certain contexte politique derrière tout ça qui fait en sorte que les exigences sont peut-être un petit peu moins élevées pour des transferts Québec-Canada ou des transferts Canada-États-Unis, par exemple. Effectivement, ben c'est ça, on en parle beaucoup justement le volet européen qui a donné des gros maux de tête aux compagnies américaines, surtout les grands des médias sociaux qui ne vivent que sur ces transferts-là principalement là, pour faire leur commerce. On va terminer avec une dernière question un peu englobante là, sur les pénalités, les sanctions administratives et pénales. J'aimerais ça que vous fassiez la distinction entre les deux parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne la nuance entre les deux. Puis il y a des différences qui sont quand même significatives sur l'application et comment tout ça se manœuvre, dont le tribunal fédéral qui va voir le jour avec C-27. Ah oui, effectivement. Ben, il y a ça, mais si on resserre peut-être sur, en premier lieu, la définition entre les sanctions administratives pécuniaires puis la fameuse sanction pénale, il faut comprendre que avant la loi 25 au Québec, il n'y en avait tout simplement pas de sanctions administratives pécuniaires. Les seuls recours là, qui étaient à disposition des autorités, c'était vraiment les sanctions pénales. Puis il y en a eu très peu. Ils ont été très rares pour plusieurs raisons, mais qui sont toutes liées à la rigidité du processus. C'est-à-dire qu'un recours pénal, c'est beaucoup plus complexe à réaliser puis à porter jusqu'au bout. Le fardeau n'est pas le même. Je ne veux pas entrer dans des considérations trop juridiques, mais en pénal et en criminel, c'est vraiment, il faut prouver hors de tout doute raisonnable qu'on a raison, que la poursuite a raison, donc que l'entreprise a commis ce qu'on lui reproche. Alors que dans tous les autres régimes, le fardeau de preuve est beaucoup moins lourd. C'est un procédé contradictoire. Donc, c'est toutes ces garanties constitutionnelles là, qui découlent de la Constitution pour protéger l'individu qui font en sorte que le processus était beaucoup trop rigide. Il devait être porté par le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales. Avec le régime des SAP, des sanctions administratives pécuniaires, c'est vraiment plus souple, puis les sanctions sont comparables. Donc, la Commission d'accès à l'information doit encore rendre disponible un cadre administratif, des lignes directrices pour nous expliquer exactement c'est quand qu'elle va utiliser ces sanctions administratives pécuniaires, puis c'est quand qu'elle va utiliser ces sanctions pénales. Donc, à ce stade-ci, il nous manque de l'information, mais il demeure que il y a quand même une différence majeure au niveau procédural entre les deux sanctions. Oui, effectivement, au sens du RGPD, il y a une différence majeure également. Le RGPD, on est au courant, mentionne des pénalités pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros, 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, ou 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, en fonction de l'infraction. Ça, en fait, ce sont des amendes pécuniaires administratives. Il y a des dispositions pénales, il y a des amendes pénales, mais prévues par chaque État membre. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément les mêmes amendes si on est en France ou si on est en Allemagne. En France, elles sont prévues par le code pénal, par exemple. Donc oui, ça ne sera pas la même procédure pour les mettre en œuvre non plus, comme l'a dit Soleika. Mais effectivement, le RGPD a été le premier texte à taper fort pour tout ce qui est sanctions pécuniaires, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial. Oui, puis on dirait un copier-coller, hein, quand on regarde les dispositions québécoises, là, c'est vraiment... on voit d'où ça vient, là. Oui, puis c'est des chiffres qui frappent l'imaginaire aussi, fait que ça aide aussi probablement à faire entrer dans la conscience collective ces notions-là. Ça ne s'applique pas exactement comme ça, c'est sûr que ça a l'air gros, mais la réalité, il n'y a que les géants du web qui sont vraiment touchés par ça. Puis on a vu quelques cas qui ont été portés, puis que là, bref, il y a eu quelques sagas judiciaires à ce niveau-là. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous avez des choses à mentionner qu'on aurait passé trop vite ou qu'on aurait dû parler qu'on n'a pas parlé? C'est sûr qu'on aurait pu parler encore pendant des heures sur chacun des sujets, donc c'est très intéressant. Comme ça, je ne vois pas. C'est sûr que s'il y a des questions du point de vue d'application de la loi,
faut mieux se faire accompagner d'un conseil juridique plutôt que vouloir le faire tout seul. Mais voilà. Je ne sais pas si tu vois autre chose, Soleika? Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis je te remercie pour l'invitation. Honnêtement, ça change un peu de notre quotidien là, au bureau. Donc, c'est ça. Écoute, n'importe quand à réitérer. Parfait. Bien, je vous remercie énormément pour votre générosité et votre temps, effectivement. Puis c'est très intéressant de l'avoir abordé de cette façon-là, en dualité des régimes réglementaires différents, les législatifs, qui fait que justement, on peut mettre en perspective d'autres choses que juste de parler de notre réalité locale ici, qui est quand même qu'on est quand même connecté. C'est ça l'univers dans lequel on est rendu maintenant. Donc, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.